Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après The Guardian au Royaume-Uni, Ouest France puis Sud-Ouest, c'est désormais Greenpeace qui suspend toute activité sur X, anciennement Twitter. L'ONG dénonce un algorithme faisant la part belle au contenu climato-sceptique et extrémiste. Ouest France dénonce le manque de régulation et de modération sur le réseau social. Il justifie cette décision par son attachement aux valeurs démocratiques, au débat apaisé, à la lutte contre la désinformation et le harcèlement. Alors parlons vrai, est-ce que le X version Elon Musk vous semble plus libre que le Twitter d'avant? Pensez-vous qu'il faut mettre des limites aux propos tenus sur ce réseau social comme sur les autres? Et à cette question, Ouest France, Sud-Ouest, Greenpeace, comprenez-vous ceux qui quittent X? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Billiger. Alors, parmi ceux qui quittent X, il y en a certains qui ne sont pas naturellement accordés avec ce que je devine comme philosophie, le terme est un peu pompeux, comme attitude collective sur X. En revanche, lorsque Ouest France vient dire, fait le constat, l'absence de régulation, je suis totalement d'accord. Mais là où je me sépare, en toute immodestie, d'Ouest France, qui est un excellent journal, c'est que précisément, à cause de cela, il faut rester sur X. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, je considère qu'une politique de présence qui ferait que nous tenterions d'insuffler un esprit civilisé dans ces échanges serait plutôt une bonne chose que de fuir à chaque fois que quelque chose nous indigne. C'est vrai que X, anciennement Twitter, c'est un fait social extrêmement intéressant, super intéressant je dirais. Mais c'est vrai que c'est la démocratie dans sa forme la plus violente. C'est vraiment la démocratie comme marché, c'est-à-dire c'est vraiment une instance complètement horizontale, sans aucune verticalité possible, sans aucun repère quelconque, fût-ce la raison, fût-ce la vérité, etc. Et effectivement, où n'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi à tout moment et sans contrôle. Mais effectivement, c'est intéressant, soit comme objet sociologique, néanmoins comme objet d'information, parce que c'est quand même ce que revendique Musk, qui considère que c'est quand même un médium, disons, d'information, c'est catastrophique. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut des médiations, c'est pour ça qu'il y a des médias d'ailleurs, et que n'importe qui peut pas s'improviser média, avec une forme de pluralité, avec des formes de contrôle, et c'est ça qui fait qu'il y a une déontologie dans le travail, une certaine déontologie dans le travail journalistique, dans le travail des médias. Donc en fait, il faut pas le voir comme étant une source d'information, mais comme un défouloir. Et en tant que tel, ça peut être intéressant, mais il faut pas le voir autrement. Mickaël Sadoun, pardon. Moi, je m'opposerai un petit peu à cette vision. Je ne vois pas dans le métier de journaliste une sacralité particulière. Je considère qu'il y a des amateurs qui le font mieux que certains professionnels extrêmement orientés, extrêmement militants. Je considère que cette parole libérée a donc permis une expression plus large des opinions, que ça peut enrichir le débat public. Bien sûr, il y a de la violence sur Twitter, bien sûr, il y a de la haine. J'en suis moi-même parfois le récipiendaire, parce que je reçois suffisamment de messages sur Twitter pour le dire. J'aimerais que Twitter, évidemment, soit capable d'installer un système, je dirais, de contrôle de ce genre de propos, mais s'il fallait choisir, je préfère 1000 fois Twitter qui laisse une liberté d'expression totale à Facebook qui, sous couvert de lutte contre la haine, interdit certaines opinions et a assumé le fait que, par exemple, pendant le Covid, ils ont interdit qu'on critique certaines études scientifiques, ont interdit qu'on critique le vaccin. Donc, moi, je préfère ça. S'il fallait vraiment choisir, je préfère la liberté totale avec ses risques plutôt que la censure avec ses contraintes d'airain. Voilà. Ah là, je suis d'accord, Mickaël, mais sur X, par exemple, Tom, moi qui gardais mon compte, qui répondait, qui bloquait, grâce à Françoise Degois, j'ai découvert qu'on pouvait aussi s'informer sur Twitter. Donc je vous trouve un peu sévère. On peut même aller voir la presse étrangère, tout ça, c'est très intéressant. Donc ça permet aussi de s'informer et puis éventuellement après de réagir devant certaines éruptations, affirmations, parfois des choses qui sont stimulantes. Après, c'est toujours le problème des algorithmes, hein. C'est le cas également de TikTok ou d'autres réseaux. C'est-à-dire
C'est-à-dire une fois qu'on a vu quelque chose, je sais pas, climato-sceptique, conspirationniste sur je ne sais quel sujet, on n'a pas marché sur la Lune, ce genre de conneries, on va être abreuvé sans arrêt. Donc effectivement, c'est en ce sens que c'est un outil qui peut être stupide ou rendre stupide, plus exactement, parce que l'outil en lui-même, il ne fait rien. Mais effectivement, il vous renforce dans des opinions qui sont parfois des opinions complètement contestables, qui sont même pas des opinions d'ailleurs, qui sont des fausses informations. Donc ça, effectivement, c'est problématique. Néanmoins, là où je trouve que c'est extrêmement utile, rappelez-vous, c'est dans des cas, moi c'est vraiment comme ça que j'utilisais Twitter, dans des cas terribles, il y a un attentat, il y a quelque chose qui se passe de très grave, etc. On le sait à la minute. On le sait tout de suite et on sait qu'il y a des sources au plus près de l'événement. Je réagis quand même sur le terme de climato-scepticisme, mais on peut en mettre d'autres dans le lot. Parce que Greenpeace dit qu'il quitte le réseau précisément parce qu'il y a des opinions climato-sceptiques qui y circulent. On a envie de dire raison de plus pour rester et pour donner vos arguments, parce que c'est juste un acte de lâcheté. Deuxième chose, c'est qu'il y a une manière quand même de faire la morale et de penser qu'ils détiennent la science ou une vérité absolue qui m'insupporte, surtout venant de Greenpeace, qui pendant des années a dit pique-pendre sur le nucléaire, mais des bêtises monumentales que tous les scientifiques ont contredit. Et je considère qu'ils n'ont aucune leçon à donner sur la fabrication de la vérité ou de la fake news dont ils ont largement été un vecteur. C'est pas une instance, c'est pas une instance officielle, je veux dire, mais en tant que telle, je pense que c'est pas la question de la lâcheté du tout. Mais c'est une posture malsaine par rapport au débat. C'est pas la question de la lâcheté. Ce que dit par exemple un économiste comme Frédéric Lordon, que j'aime beaucoup, il dit justement, si vous mettez des gens qui ont des opinions totalement antagoniques l'un face à l'autre, ça n'apporte rien. Ça apporte du brouhaha, ça dépend. Moi je trouve que souvent ça n'apporte rien parce que écoute l'autre. Oui, mais s'il y a de la mauvaise foi et si c'est des opinions qui sont paroxystiques et qui sont vraiment dans les oppositions polaires, honnêtement, ça n'apporte rien. Le polarisme, c'est bien, mais il faut juste pas l'invective. De dire quelqu'un c'est noir, non, ce n'est pas noir, c'est rouge, non, ce n'est pas rouge. Honnêtement, ensuite, au bout de 2 heures, vous n'avez rien appris. Il vaut mieux Tout dépend s'il argumente. C'est-à-dire, évidemment, contrairement à ce que vous dites, Tom, j'ai l'impression, tout en étant aux antipodes, je l'espère, de ce type de contradiction péremptoire et sommaire, qu'on est presque obligé, lorsqu'on n'est pas d'accord, de forcer le trait, soit pour, soit contre. Après, on se débrouille. Il y a une qualité d'argumentation qui conduit le citoyen plutôt vers une pente que vers une autre. Mais la mauvaise foi empêche le débat, c'est ce que je veux dire. Si quelqu'un réfute que 2 et 2 font 4, il y a un problème. Il n'y a pas de débat possible. Excusez-moi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Oui, allez-y. Oui, mais par exemple, c'est quoi l'exemple politique qui vous vient en tête sur les gens qui contestent que 2 et 2 font 4 ? Là, par exemple, on parlait du climat. Vous parlez sur le climato-scepticisme. Ceux qui vont dire que, par exemple, le réchauffement climatique n'existe pas, que ce n'est pas un fait scientifique. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit ça. Par contre, il y en a qui contestent la cause anthropique, ou en tout cas, l'ampleur, disons, de l'action humaine dans tout ça. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est presque la même chose, puisqu'il s'agit de nier que. Alors là, c'est de la mauvaise foi de dire que c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose, puisqu'en fait, ce que je veux dire par là, quand on parle de climato-sceptique, on parle pas de gens qui contestent cette réalité écologique, mais effectivement, des gens qui contestent le fait qu'il y aurait une origine humaine. C'est ce point précis. Mais moi, tant qu'il y a des arguments, ça me va. Oui, mais si les gens contestent le fait qu'il y ait une origine humaine et qu'on est sans arrêt là-dessus en train de dire oui, mais est-ce qu'il y a une origine humaine ou pas ? Mais c'est comme la question, on a marché sur la Lune. C'est pareil, si vous dites oui, mais on n'a pas vraiment marché sur la Lune, mais on n'en sort pas. Et au bout de 15 jours, un an de débat, on sera toujours là-dessus. Chacun est susceptible après de ne pas regarder ce genre de débat. Philippe Bilger. On n'a pas marché sur la Lune, là nous avons un fait. Voilà. Tandis que climato-scepticisme, mon Dieu... C'est un fait aussi. Un ensemble de faits, plus exactement. Non, c'est une théorie, c'est une causalité. Le dérèglement climatique, c'est pas une théorie. Ça n'est pas une vérité absolue. Non, on parle de la cause anthropique. Ne confonds pas les deux, c'est très important. Parce que dans un cas, on est dans l'observation de quelque chose qui se fait avec des instruments de mesure. Je fais assez de philosophie des sciences pour distinguer les deux. Donc c'est l'établissement d'un fait. De l'autre côté, on est dans une théorie qui se sert de l'induction, de la déduction. Ça peut être très scientifique. Et moi, personnellement, j'y crois. Puisque je pense que l'effet de serre est une chose centrale dans la compréhension des choses. Mais je le mets absolument pas dans la même catégorie. Le lien entre activité humaine et dérèglement climatique, vous êtes d'accord sur ça au moins ?
Et moi, bien sûr que je suis d'accord, Voilà, donc c'est tout. mais je veux que les gens puissent le contester. Je veux que les gens puissent le contester parce que ça n'est pas une vérité absolue. Moi, j'y crois, mais ça n'est pas une vérité absolue. Je le refuse de le penser. C'est pas une vérité absolue, mais c'est une vérité scientifique établie. Non, absolue peut-être pas, mais une vérité scientifique en l'état des connaissances actuelles. Le partage, c'est vraiment entre ce qui est une vérité factuelle qu'on n'a pas à discuter, et puis tout il y a une multitude de choses plausibles, vraisemblables, peut-être certaines, mais qui ne peuvent pas être irréfutables. Personne ne dit que les vérités scientifiques sont à tout jamais irréfutables. Personne n'a jamais dit ça, puisque vous savez d'ailleurs, le propre de la science, c'est d'être réfutable. Le propre de la science, c'est de pouvoir être réfuté. Donc c'est pas le critère. Mais c'est de dire que en l'état des connaissances scientifiques actuelles, le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine, et que ce fait-là, si on le remet en cause sans arrêt, on n'avancera jamais. Mais si, justement, c'est parce qu'on le remet en cause qu'on avance. De la part de ces gens-là, c'est moins justement. De la part de ces gens, de la part de ces gens-là, ça n'est pas vouloir quitter X parce qu'ils n'auraient pas droit à un débat équitable, c'est parce qu'ils ne veulent pas de débat. Merci à vous, merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci Mickaël Sadoun. C'est soir de rugby comme tous les vendredis soirs sur Sud Radio. Salut Alexandre Priam. Salut les vrais voix. Alors c'est un soir un peu particulier quand même. France-Argentine ce soir, Philippe David, n'aurais-tu pas oublié quand même? J'ai pas oublié. Alors ça rappelle des bons et des mauvais souvenirs, l'Argentine. Moi, la Coupe du Monde 2007, les 2 matchs contre l'Argentine, c'est pas des bons souvenirs. Oui, alors tu vis un peu dans le passé quand même, Philippe. 2007, ça remonte un petit peu quand même. Mais effectivement, cet été, ça s'est pas très bien passé non plus. Je sais pas si tu te souviens. Pour d'autres raisons. Ça n'a pas été effectivement une grande tournée en Argentine sur bien des aspects. Mais en tout cas, l'équipe de France a retrouvé le bonheur de jouer au Stade de France. Et il faut le poursuivre, ce bonheur. Ce sera sur Sud Radio, coup d'envoi 21h avec toute l'équipe. Avant-match dans un instant, 2 heures d'avant-match, 1 heure d'après-match. C'est une soirée exceptionnelle. Et comme dirait le proverbe, allez les petits, allez, dans quelques instants, vous retrouvez l'équipe rugby de Sud Radio. Mais tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété. On vous retrouve lundi 17h avec Cécile de Ménibus et les vraies voix. Bien dans mon